Bonjour à tous, de nouveau une vidéo, cette fois-ci sur le chapitre 11 qui concerne l'intégration sur un segment pour nous. Nous sommes vers la fin, mais on a besoin encore de terminer, notamment là, sur la partie rappel où finalement on fait quand même, des choses qui sont, constructives, hein, puisqu'on on revoit des choses, sûrement nécessaires. Je vais en profiter, on a déjà grosso modo, passé en revue justement les rappels en classe, mais je vais quand même en profiter pour insister un petit peu, sur les énoncés des théorèmes concernés et ensuite donc on corrigera les exercices, enfin plutôt les exemples qu'on n'a pas fini de corriger en classe. On en était, si ma mémoire est bonne, au 8, donc il en reste 6 quand même, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, ça. Bon, il y a quand même un petit peu de travail, mais ça devrait être cette fois-ci une vidéo un petit peu plus digeste que les autres fois, puisque pour la plupart, les choses dont on parle, vous connaissez. Voilà. Vous avez peut-être pas encore une grande dextérité dans l'application, mais vous connaissez. Alors, donc justement, dans les rappels, bon, il y avait cette proposition fondamentale là qui donc explique comment on calcule une intégrale, enfin l'intégrale de f à partir d'une de ses primitives, grand F. Bon, sur ça, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire, je pense, on l'a déjà utilisé maintes fois et à ma connaissance, ça n'a jamais posé problème, je pense que je peux passer là. Tout ce sur quoi je voulais insister, c'est que, vous voyez, j'ai souligné en bleu ici, la fonction, comme je le dis depuis le début du chapitre, hein, on doit, pour l'instant en tout cas, considérer une fonction qui est bien continue sur tout l'intervalle i, a et b étant pris dans i. Donc autrement dit, continue sur tout l'intervalle fermé ab. Voilà. Vous verrez plus tard comment on peut gérer des discontinuités quand elles sont gérables, hein, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Mais pour cette année, en tout cas, on en reste à ce cas-là. Le corollaire, j'insiste pas non plus, en fait, c'est l'application de la proposition, mais pour f' à la place de f. Ce qui veut dire qu'f' doit être continu, et donc ça revient à prendre f de classe C1. Puisque bon, le fait qu'il y ait f', c'est que f est dérivable, et en plus f' doit être intégrable entre a et b, c'est-à-dire que son intégrale doit être finie. Donc ça revient, dans notre cas en tout cas, à considérer qu'f' doit être continu et donc f de classe C1. Voilà, bon sinon, rien de fou là, d'ailleurs j'aurais pu le souligner ça aussi. Voilà, de classe C1 ici. Bon, donc ça, cette partie-là, je pense qu'il n'y avait pas besoin de plus d'insistance. En revanche, voilà, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est ce qu'il y a après, donc notamment l'intégration par partie. Ça aussi, vous connaissez, donc j'insiste pas sur la formule. Ça, normalement, bon, vous avez déjà vu, vous aviez vu en fait cette partie-là, normalement, avec donc les primitives. Ça a été vu en terminale aussi, d'ailleurs. Et donc là, on revoit la partie calcul intégral, c'est-à-dire qu'on applique le calcul des primitives au calcul intégral, en faisant justement, comme on a dit, juste au-dessus dans la proposition, juste au-dessus. Voilà, donc là, qu'est-ce que je voulais dire juste, c'est que le U et le V sont censés être de classe C1. Voilà, donc faites attention à ça quand vous énoncez le théorème notamment, ou même quand vous l'utilisez, surtout dans des cas peut-être un peu tordus ou un peu abstraits. Enfin voilà, il faut quand même vérifier que le U et le V en question sont bien de classe C1. Voilà, puisque là aussi, ils doivent être dérivables, pardon, puisqu'on utilise du prime et v prime. Et en plus, cette dérivée, on va l'intégrer, même si on la multiplie par une autre fonction. Et donc, en prenant u et v de classe C1, on sait qu'il n'y aura pas de souci dans ce calcul. Voilà, donc intégration par partie, je n'ai pas plus de choses à dire non plus là-dessus. On en a déjà parlé en classe en plus, donc bon, a priori, ça ne doit pas poser plus de problème. Ensuite, donc théorème de changement de variable. Alors ça, en revanche, on l'a évoqué, c'est tout. On n'a pas vraiment discuté de ce théorème, et je trouve qu'il vaut le détour parce que pour le coup, ça a été vu que cette année. Et voilà, c'est vraiment une notion sur laquelle il vaut mieux revenir plusieurs fois pour que ce soit bien clair. Voilà. Donc déjà, dans quel cas ça arrive? Ben justement, quand on veut changer de variable, c'est-à-dire qu'on veut changer l'écriture de la fonction qu'on a. Alors on peut pas faire n'importe quoi, hein, mais on peut décider, par exemple, de remplacer tous les x par justement un phi de t. Attention, il y a des conditions, donc je vais y revenir.
ou bien, à l'inverse, reconnaître un phi de t qui revient ou en tout cas un phi de t qui fonctionnerait. C'est-à-dire qu'on aurait bien, le phi de t au bon endroit, le phi prime de t au bon endroit et cetera. Comme un U en fait, hein. Et donc décider de poser X qui serait ça. C'est-à-dire que le changement de variable, il peut servir vraiment dans les 2 sens. Alors ça, je vais le détailler juste en dessous, justement dans la partie pratique. Voilà, sinon donc pour les conditions, attention, c'est assez important parce que enfin c'est très important même, parce que sans ça, on ne peut pas garantir, cette formule, cette espèce de passage magique, d'une variable à une autre. Le phi donc qui va représenter notre changement de variable, doit être absolument une fonction de classe C1. Voilà. Donc ça, faites attention à ça. Il y a quelques pièges hein, qui existent là-dessus. Même si on ne cherche pas trop à vous piéger en première année, je pense que c'est intéressant à garder en tête en tout cas. Voilà, et notre fonction f, bon, ça, jusque-là, toujours les mêmes conditions. Elle doit être continue, mais alors attention, elle doit être continue en particulier sur phi de i. Voilà, puisque x va être phi de t, et t, justement, va appartenir à i, puisque c'est l'intervalle de définition de phi. Voilà, bon. Donc bon, concrètement, du coup, je suis donc dans un cas que je viens d'évoquer là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bien, je retrouve, donc quand je pose du coup x égale phi de t, forcément, alors si je passe de là à là, je vois que mon phi de t se remplace par un x. Bon, jusque-là, ça paraît assez logique. Mais attention, vous voyez que la condition, c'est qu'on ait bien le phi prime de t dt. Alors d'où ça vient cette histoire-là? Simplement que si je pose x égale à phi de t, dx dérivé par rapport à t, ça fait donc la dérivée de phi de t par rapport à t, ce qui revient à dire phi prime de t. Voilà. Ce qui veut dire que si j'écris, donc si je prends les écritures infinitésimales, là, les dx, dx du coup va s'écrire phi prime de t dt. Donc concrètement, quand je remplace x par phi de t, alors oui, je remplace x par phi de t, mais il y a aussi une influence sur le dx, qui du coup n'est plus forcément dx ou même dt. Il y a en général un petit changement. Alors ça se peut que non, hein, parce que si mon changement de variable il est affine simple, donc sans coefficient directeur, enfin pas avec un coefficient directeur qui est différent de 1. Donc par exemple, je sais pas moi, un truc simple comme ça, hein, là dans ce cas-là, dx égale dt. Voilà. Mais bon, dans la majorité des cas, ça ne sera pas comme ça. Donc bon, dans ce sens-là encore, on y pense. Par contre, quand c'est dans le sens là, avec donc le sens que j'ai écrit ici à l'écran, c'est plus difficile parce qu'il faut vraiment se souvenir qu'il nous faut le phi prime de t dt. Voilà, à moins que, enfin bon, on verra sur des exemples, mais on peut aussi le voir à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon bah ok, je pose phi de t égale x, donc qu'est-ce que je suis censé avoir? Donc je fais comme j'ai fait là, la dx sur dt, je fais apparaître le phi prime de t, et puis je vois justement ce qu'il est censé apparaître, et puis je m'arrange. Bon là c'est un peu abstrait ce que je raconte, hein, on va voir sur l'exemple. Voilà, bon. En tout cas, donc le changement de variable que vous retrouvez donc ici dans sa version intégrale. Alors justement, il y a un petit changement du coup. C'est que si là au début, j'avais donc deux valeurs qui sont censées être des phi de a, puisque rappelez-vous que quand là la variable d'intégration c'est x, si mon intégrale elle va de phi de a à phi de b, ça veut dire que x appartient à phi de a, phi de b. Et c'est pour ça qu'on les écrit comme ça. Alors j'ai pas la place, pardon. Je vais le mettre là. C'est pour ça qu'on les écrit phi de a, phi de b, c'est-à-dire comme des images de phi, parce qu'après on va poser x égale phi de t. Ce qui veut dire qu'effectivement, x normalement, c'est pour ça que f doit être continu sur phi de i, hein, x vit dans phi de i en fait. Donc c'est assez logique de l'écrire comme ça, et donc en fait il y a une certaine réciprocité, hein, c'est-à-dire que du coup, quand je vais appliquer mon changement de variable, que je vais poser x égale phi de t, du coup, ce que je vais mettre sur les bornes ici, ce sera là où vit t. Donc si mon x, il était entre phi de a et phi de b, et que x est phi de t, t, il vit entre a et b. Donc, faut faire attention parce que ce changement de variable, il aura une incidence donc sur le dx, mais il aura aussi une incidence sur les bornes de l'intégrale, pardon, maintenant que vous avez des intégrales et puis des primitives. Donc ça, bon, c'est à prendre en compte, hein, c'est important. Voilà, donc bon, on verra ça sur les exemples, on en a 2 ou 3 là justement dans ce qu'on va corriger. Alors, en pratique, donc justement pour que tout ce que j'ai raconté là, ce soit peut-être légèrement plus clair, même si c'est pas encore des exemples. Donc soit j'ai au départ une intégrale qui ressemble à ça.
Alors, attendez, on va essayer de faire des choses propres. Voilà, donc soit j'ai au départ une intégrale qui ressemble à ça. Et dans ce cas, ce que je voudrais moi, si je veux changer de variable, en général, après ça dépend des cas, de ce qui nous arrange, etc. Mais c'est poser donc x égale phi de t. Et après, il faut vérifier si tout ce qu'il y a autour va bien. Et donc justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, c'est écrit ici, hein, on va trouver que dx égale phi prime de dt, donc on va pouvoir dire, bon bah c'est bon, lui c'est dx. Donc ça marche, je peux faire mon changement de variable. Et pour les bornes, donc là on avait t qui vit entre a et b, donc si je passe à x égale à phi de t, ça veut dire que x, lui, il va vivre entre les images de a et de b, puisque t est entre a et b, moi je veux phi de t. Donc c'est pour ça qu'on a ici le x qui va de phi de a à phi de b. Donc vous voyez, ce changement de variable, il a tout changé en fait. Je suis passé de phi prime de t dt à dx, de f de phi de t à f de x, et de t entre a et b à x entre phi de a et phi de b. Et il n'y a que en écrivant bien toutes les incidences, donc sans rien oublier, qu'on aura bien la même intégrale. Donc c'est forcément crucial. Donc ça, c'est un cas. Voilà, c'est le cas où je vois déjà le changement, enfin l'expression que je voudrais prendre comme x dans ma fonction. Donc généralement, ce sont des fonctions qui s'imbriquent les unes les autres, et donc nous, on va prendre le dernier maillon de la chaîne comme étant le x. Voilà, et dans ce cas-là, donc bon, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, on doit absolument avoir phi qui est de classe C1. Et c'est tout. Voilà, on n'a pas d'autre chose à vérifier. On va voir que dans l'autre sens, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc dans l'autre sens, c'est cela qui vous pose problème d'ailleurs de changement de variable, parce que là, le changement n'apparaît pas de façon visuelle et évidente, quoi, ou en tout cas même claire. Puisque là, j'ai donc une intégrale de ce type-là. Voilà, je vais encore faire du propre, ce sera mieux. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc, je disais, si j'ai une intégrale donc, de ce type-là, là vraiment, c'est beaucoup moins naturel. Et souvent, dans ce cas-là, c'est dans l'énoncé, on vous précise le changement de variable, mais attention, c'est pas automatique. C'est-à-dire que parfois, on peut considérer que le changement est facile à voir, et donc on ne vous le précise pas. Mais bon, voilà, souvent. Donc là, dans ce cas-là, ben, on va vous dire, donc quand on vous le dit en tout cas, posez x égale phi de t. Voilà, et donc bon, phi de t, évidemment, ce sera une fonction plus explicite. Là, je suis dans le cas général. Voilà, et donc vous, à partir de là, vous allez dire, ok, très bien, moi je sais que va valoir x, donc maintenant je calcule mon dx, comme ça je remplacerai le dx, et si x est entre a et b, c'est ça le problème, c'est, vous voyez, pour les bornes, il va falloir trouver le t. Et là, le souci, c'est que bah, ça revient à faire la réciproque. C'est-à-dire que si je sais que x, il est, donc c'est ça, hein, entre a et b, si je veux t, bah, t, clairement, il va falloir que je dise c'est phi moins 1 de x. Sauf que ça, attention, je n'ai le droit de le dire que si phi est bijective. Sinon, j'ai aucune garantie d'avoir... déjà, enfin... attendez, oui, c'est ça. J'ai aucune garantie déjà que ça existe. Et en plus, il faut pouvoir récupérer l'intervalle correspondant. Donc si j'ai pas la bijectivité, je peux pas avoir la garantie de ça. Donc là, bah, c'est pour ça qu'on vous a rajouté ici que phi est de classe C1 et bijective, dans ce cas-là. Voilà, donc c'est le cas évidemment un peu plus délicat pour vous. Et donc normalement, si le changement de variable est bien choisi, quand on aura changé le x en phi de t, on devrait retomber sur une fonction qui est plus facile à intégrer, ou en tout cas qui nous intéresse dans le contexte de l'exercice en question. Bon, voilà, c'est difficile d'en dire plus, hein, là, de façon, disons, générale. Mais justement, on va passer aux exemples et on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Alors, donc, il nous en restait 6. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, excusez-moi, je vais vous écrire à côté des énoncés les différents exemples, à quels énoncés les différents exemples correspondent. Je vais y arriver. Donc là, on avait vu, donc, on va faire simple, on va faire de 1 à 8, voilà. Des exemples 1 à 8, on est dans le cadre des intégrales avec primitive, enfin juste à partir d'une primitive. Les exemples 9 et 10, là pour le coup, c'était avec des IPP, avec des intégrations par partie. Après, il nous restait 11, 12, 13, qui sont 3 changements de variables. Donc on avait, attendez, le 11 justement, c'est le cas, donc c'est celui-là, un peu moins simple. Et après 12, 13, c'est donc ce cas-là.
Voilà, et d'ailleurs, vous remarquez que dans les exemples 11, 12, 13, moi, je vous ai donné le changeant variable, pour être sûr que, bon, tout seul, vous en sortiez. Mais on verra que sur certains cas, là, c'était pas forcément obligatoire de vous le donner. Alors, on y va. Donc, nous, on en était au 8. Donc là, j'avais donné une indication, j'avais dit qu'une bonne idée était de passer par les complexes. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire, hein, mais ça veut dire que c'est sûrement la plus efficace. Alors, passer par les complexes, ça veut dire, donc ça, je me semble que j'avais eu le temps de l'écrire au tableau, qu'en fait, on va considérer que cos de 2x, c'est la partie réelle de e de ix. Donc, on peut aussi écrire notre fonction comme ça. Et alors ça, on ne l'a pas encore vraiment formalisé dans le cours, mais vous l'aviez déjà vu justement sur les primitives. Ça revient à dire que je prends la partie réelle de la primitive de e de ix, e-3x dx. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que, bon, la partie réelle, on verra après comment on l'extrait, mais en tout cas, cette partie-là, là, la partie à intégrer, elle est plus simple puisque finalement j'ai deux exponentielles pardon, que je peux multiplier entre elles, il n'y a pas de souci. Et les exponentielles, on sait trouver assez facilement leur primitive, en tout cas quand l'exposant comme ça, il est affine, là, il n'y a pas de... ça pose pas problème. On sait trouver donc leur primitive assez facilement. Et donc, avec ça, après, des gens se débarrassent du signe intégral, hein, on en sera dans les primitives, après, il ne restera plus qu'à trouver la partie réelle de ce résultat. Voilà, donc c'est nettement plus intéressant. Alors, ce que je vais faire justement, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le calculer à part. Oui, alors je vais juste écrire une étape, c'est que, du coup, ça revient à la primitive de moins 3 plus 2i x dx. Voilà, et je vais calculer cette primitive à part, et ensuite on extraira la partie réelle. Alors on y va. Donc ça, normalement, c'est un résultat que vous avez déjà vu. En gros, quand on dit que exponentielle ax, ça se primitive en exponentielle ax sur a, ça reste vrai quand a est complexe. Donc ici, je sais déjà qu'une primitive, alors je peux l'écrire, je vais l'écrire là, qu'une primitive, ce sera 1 sur moins 3 plus 2i, exponentielle moins 3 plus 2i x. Donc bon, vraiment comme si finalement le coefficient avait été réel, le coefficient dans l'exposant. Donc ça, jusque-là, ok. Sauf que ça, il va falloir que j'en extrais la partie réelle. Donc automatiquement, il faut que je modifie l'écriture, parce que là, je ne suis pas capable de dire ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas dans cette écriture. Donc première chose, le nombre là complexe qui est là, en fait chacun déjà en fait, on va le décomposer. Donc le nombre complexe qui est là, on va faire en sorte d'avoir sa forme algébrique pour pouvoir bien dire qui est la partie réelle, qui est la partie imaginaire. Donc ça revient à multiplier par le conjugué. Voilà. Ce qui veut dire qu'en dessous, je récupère le module au carré. Donc voilà. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, je pense que oui, mais je multiplie donc par moins 3, moins 2i, le numérateur et le dénominateur. Autrement dit, je multiplie par moins 3, moins 2i sur moins 3, moins 2i. Et donc j'obtiens ça. Ensuite, l'exponentielle, je peux déjà sortir exponentielle 3x qui est forcément réel. Et c'est multiplié par exponentielle de 2ix. Et exponentielle de 2ix, en fait, c'est exactement cos de 2x plus i sinus de 2x. Donc j'écris sa forme trigonométrique parce que dans la forme trigonométrique, j'ai bien une partie réelle, une partie imaginaire. Donc ça sera plus facile après d'identifier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc, alors exponentielle moins 3x, je vais le mettre en facteur parce que lui, il ne va pas intervenir des masses, il va servir en tant que facteur, quoi. Mais c'est pas lui qui va rendre les choses réelles ou imaginaires. Donc, je laisse devant. Ensuite, là, j'ai j'ai 9 plus 4, donc 1 treizième. Oui, alors je vais écrire autrement. Je vais mettre moins 3 treizième moins 2 treizième i multiplié par cos de 2x plus i sinus de 2x. Voilà, et je ne vais pas plus loin dans le développement, c'est pas la peine honnêtement. Donc maintenant je vais aller extraire la partie réelle de ça. J'ai plus qu'à dire donc partie réelle. D'ailleurs tant que j'y suis, je vais même dire donc l'intégrale, enfin la primitive, une primitive de cos de 2x exponentielle moins 3x dx, c'est donc la partie réelle de tout ce machin. Donc exponentielle moins 3x, facteur de moins 3 treizième, oui en fait je vais juste le recopier pour l'instant. Après on raisonnera sur ce qui est réel. Voilà, donc là juste je réécris la même chose.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est réel là-dedans? Alors, lui, il est réel. Donc, bon, pour l'instant, on le laisse. Et ensuite, j'ai donc ma double distributivité et je vais regarder, je ne vais réécrire en fait que ce qui donne du réel. Ça évitera d'avoir un truc super long, ça sert à rien. Donc exponentielle moins 3x, je le laisse, puisque lui, bah, il n'empêchera pas le reste d'être réel, il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce qui est réel à l'intérieur là? Donc j'ai moins 3 treizième cos de 2x. Et ensuite, moins 3 treizième fois i sinus 2x, non, c'est imaginaire. Enfin, c'est pas réel en tout cas. Oui, c'est imaginaire, on peut le dire comme ça. Moins 2 quinzième i fois cos 2x, pareil. Et en revanche, le tout dernier, comme il y a i fois i, les i vont s'éliminer en quelque sorte. Donc, il me reste du réel. Donc, ça va me faire plus 2 treizième sinus 2x. Voilà. Et ben donc on a fini en fait, puisqu'on a bien trouvé la partie réelle. Donc on a obtenu ce qu'on voulait. Voilà, donc vous voyez que finalement, en passant par les complexes, c'est pas si long que ça. Bon, va falloir que je m'entraîne pour faire des encadrements apparemment. Voilà. Donc on a le résultat pour le 8. C'était histoire de revoir cette technique que normalement vous avez déjà vue. Et donc on arrive au 9 et au 10 qui eux donc vont se traiter avec des IPP. Des UPP assez simples en plus, hein, aussi bien l'un que l'autre. Le but n'était pas forcément de faire de la grande technicité, puisqu'on va en avoir aussi dans le TD, mais plutôt de revoir les bases quoi, hein, de cette technique-là que vous commencez maintenant à bien connaître normalement. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser à une intégration par partie? Eh bien, que j'ai un produit là au départ, un produit dont je ne parviens pas à trouver la primitive directement, donc je me dis, bon, vu que c'est un produit, ça se tente. Donc effectivement, là j'ai un produit. Ce qu'on a sous l'intégrale, c'est censé être U' fois V, ou U fois V', selon comment vous la notez, peu importe. Là dans le cours, on a mis U' fois V. Donc en général, on pose en U' des fonctions dont on connaît les primitives facilement, et dont la primitive ne complique pas notre calcul. Et en V, on pose en général des fonctions qu'on sait dériver, bon ça c'est pour la plupart, mais surtout qui vont donner une dérivée plus simple que la fonction de départ. En général, hein, attention, c'est difficile de faire des généralités qui soient, qui soient toujours vraies là-dessus, mais c'est juste pour vous donner donc une idée. Donc là, ça serait intéressant de poser t comme u' et ln de t comme v, puisque quand je dérive ln de t, ça fait 1 sur t. C'est pas super beau, mais c'est toujours plus facile à manipuler que ln de t pour les calculs et pour les primitives même. Donc, du coup, u' de t, ce serait t, donc u de t, ce serait t carré sur 2, et v de t, ce serait ln de t. Autrement dit, v' de t, ce serait 1 sur t. Et là, vous regardez direct quand vous tentez une IPP, quand vous allez multiplier u par v', parce que c'est l'autre fonction dont vous allez devoir chercher une primitive. Hein. Là, vous voyez qu'on voit que ça va s'arranger, puisque les t vont bien se simplifier, donc ça va être pas mal. Donc on se dit, bon, ça va, ça sent bon, on est sur la bonne piste. Donc là, alors u fois v, du coup, j'ai t carré sur 2 ln de t entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de t au carré sur 2 fois 1 sur t dt. Autrement dit, ça va être égal à... Alors, si j'applique donc en e, ça fait e carré sur 2 ln de e, ln de ça fait 1, et en 1, ln de 1 vaut 0, donc en fait, il reste que e carré moins 2. Ensuite, ici, j'ai un t du coup qui s'élimine, il me reste t sur 2. Autrement dit, ça fait 1 demi de t carré sur 2 pour une primitive en tout cas. Oui, c'est ça, donc on a ça. Et du coup, si on calcule, ça va nous faire e carré sur 2 moins, en fait c'est t carré sur 4. Hein. Donc moins e carré sur 4 moins 1 quart. Et donc à l'arrivée, oui c'est ça, ça va nous faire e carré plus 1 sur 4. Allez, je retente ma chance avec les encadrements. Voilà. Il va pas vouloir, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc le 9, on est bon.
Donc bon, on est d'accord que c'est pas une IPP très, enfin d'un grand niveau, quoi, hein. La 10, IPP aussi, je vous avais donné l'indication de toute manière, et puis on le voit, hein, puisque justement on a quelque chose dont on ne sait pas calculer la primitive, là, clairement. Elle, on ne sait pas calculer sa primitive, mais on sait la dérivée, donc on va plutôt la poser en V. Et elle, on sait calculer sa primitive, donc on va la poser en U'. Donc du coup, là, je vais avoir U' de t qui est donc t au cube. Donc U de t, je suis en train de me demander, pardon, on va plutôt le faire autrement parce que là, vous voyez, justement, c'est intéressant même de voir cette version-là parce qu'on voit que ça va avoir du mal à aboutir. Je vais le faire jusqu'au bout, tiens, comme ça je vous montre. Donc T4 sur 4, pourquoi c'est pas intéressant, quoi? Voilà, parce que c'est vrai que c'est naturellement ce qu'on fait, mais en fait, c'est pas la meilleure idée. Donc là, quand je dérive, voilà. Si je le fais comme ça me donne ça. Et là, on voit que quand je fais U fois V', donc le fameux produit que je vous disais de regarder là, honnêtement, ça va être difficile de le primitiver aussi, hein, de la même manière que celui que j'avais au départ, puisque ça va me faire du T4, du T5 même, T puissance 5 fois exponentielle T carré. Donc le schmilblick, il va pas avancer. Donc c'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. On peut quand même rester sur l'IPP d'une autre manière. Là, on voit qu'en fait, le T au cube, il faudrait au contraire qu'on fasse descendre son degré. Donc on se dit, bah là, de ce côté, il vaut mieux que ce soit le V, en fait. Et l'autre, ce serait le U'. Sauf que exponentielle t carré, je ne sais pas le primitiver. Donc je ne peux pas non plus prendre U' qui serait exponentielle t carré. Mais je peux, en revanche, et c'est ça qu'on va faire, je peux dire que c'est t carré fois t exponentielle t carré dt. Parce que là, cette fois, ici, je reconnais U' de U. Donc je sais primitiver. Voilà, donc ça va pouvoir être mon U'. Alors attention, c'est pas le même U' que ce que j'ai écrit au-dessus, hein, c'est pas malin de ma part. Voilà, W', W. Donc ça sera mon U', puisque je connais sa primitive, et ce qui me permet de prendre V qui serait T carré, et ce qui va permettre donc de faire baisser le degré quand on va dériver V. Donc c'est plus intéressant. Alors on y va, donc U' de T, ce serait TE de T carré. Du coup, U de T, ce serait... Oui, alors pardon, quand je dis on reconnaît W' et W, c'est enfin environ, hein, attention, il manque le 2 bien sûr, hein. Donc pour faire apparaître le 2, je peux dire que c'est 1 demi fois 2t exponentielle t carré. Et donc ça me ferait du coup 1 demi, 1 demi de exponentielle t carré. Voilà. Effectivement, quand je redérive ça, j'obtiens bien mon U' de départ. Et ensuite, donc V, ce serait t carré. Et donc V' de t, ce serait 2t. Et là, donc regardons ce que ça fait. Quand je prends le... Du coup, il me fait des cadres de partout. Alors, est-ce que je peux l'enlever, lui? Oui. Donc, c'est pas grave, je refais. Donc, quand je regarde U fois V', cette fois, je me rends compte que, bon, les deux vont s'en aller. Et il va me rester du t fois exponentielle t carré, qui, lui, est primitivable. C'est ce qu'on vient de faire, justement, juste au-dessus. Donc, ça tombe parfaitement bien. Du coup, qu'est-ce que je peux dire donc de mon intégrale là? Ça va être donc U fois V, c'est-à-dire 1 demi de E de t carré fois t carré entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 demi de E de t carré fois 2t dt. Donc les deux s'en vont. Il me reste, alors entre 0 et 1, bon en 0 ça fait 0, et en 1, ça va me faire donc 1 demi de E, c'est ça, moins, et donc là, comme je disais, on reconnaît ici TE de t carré, donc on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, sa primitive, une primitive en tout cas, c'est 1 demi de ET carré entre 0 et 1, et donc j'ai plus qu'à calculer. Ça me fait donc 1 demi de E, oui c'est ça, moins 1 demi. Et donc les 1 demi de E, ils vont se simplifier, enfin s'éliminer, donc il me reste 1 demi. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Donc il y avait un peu plus de réflexion pour celle-là, mais ça reste quand même très abordable. C'est vrai qu'il fallait quand même voir l'histoire du t fois exponentielle t carré. Ok, voilà, donc les IPP, on en refera de toute façon dans le TD, donc ceux qui ont besoin de s'entraîner, n'inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Et donc on en arrive au 12, non il y avait le 11 d'abord, le 11, voilà,
où j'avais donné une indication, parce que là, vous voyez, justement, je suis dans le cas l'intégrale d'une fonction dont je ne connais pas la primitive. On n'a pas ça, hein, parce qu'on aurait du racine de u, sauf qu'on n'a pas du prime, enfin, voilà, ça se prête pas du tout à un calcul direct. On me parle d'un changement de variable, ok, mais je vois pas trop lequel. Et donc là, moi, je vous ai proposé le changement de variable x égale cos t. Mais je réfléchis parce que je me souviens que j'avais hésité entre cos et sin. Bon, peu importe. Donc x égale cos t, je vous avais proposé. Alors pourquoi j'ai proposé ça? Parce que l'avantage de 1 moins cos carré t, c'est que ça fait sinus carré t. Et sinus carré t, son avantage, c'est que, bon, si sinus est positif, racine de sinus carré, ça fait sinus. Et là, tout de suite, ça marche mieux pour primitiver. Donc on se dit, finalement, oui, c'est une bonne manière d'enlever, entre guillemets, la racine, de se débarrasser de la racine pendant le changement de variable. Voilà pourquoi on a pensé donc à x égale cos t. Donc faisons-le. Donc là, ce serait x égale cos t. D'ailleurs, je vais l'écrire en dessous parce que j'aimerais bien détailler. Donc si on fait x égale cos t, et que je veux calculer dx par rapport à dt, c'est-à-dire je dérive x par rapport à t, la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc on va l'écrire comme ça, voilà. Et donc ça veut dire que dx, lui, je vais le remplacer par moins sinus t dt. Voilà. Et donc ce cos t là, ce serait le phi de t dans la théorie là qu'on a vue tout à l'heure. Ce serait ma fameuse fonction de changement de variable. Et donc on a dit que dans ce cas-là, dans le cas où c'est nous qui inventons, entre guillemets, donc introduisons un phi de t qui n'était pas présent au départ, il faut s'assurer que phi est bijective sur l'intervalle concerné. Et là, nous, il n'y a pas de souci, puisque phi, c'est la fonction cosinus. Donc il suffit que je me place sur un intervalle où justement ma fonction, elle va pas prendre plusieurs fois la même image. Et donc ça va bien être bijectif. Voilà, donc si je me place sur 0,1, j'ai bien une bijection avec les angles entre 0 et pi sur 2. Par exemple, j'aurais pu prendre d'ailleurs la bijection sur un autre intervalle. Là, nous, on va utiliser les intervalles qui sont utilisés pour Arccos, tant qu'à faire. Donc là, c'est pas l'intervalle complet, puisque je n'ai que 0,1 comme valeur de cosinus. Mais je peux effectivement me placer sur 0 pi sur 2, et ça me fera une bijection parfaite. Il n'y a pas de souci. Donc on est bon pour le changement de variable, et donc on se lance. Du coup, ça va nous donner... Alors les bornes, on va en parler. Donc racine de 1 moins cos carré t. Et donc attention, le dx va être remplacé par moins sinus t dt. Donc en fait, il y a tout ça. Et donc les bornes, attention, c'était x qui était entre 0 et 1, autrement dit cos t qui était entre 0 et 1. Et donc on a dit, si on utilise la bijection du cosinus, ça revient à dire que on est entre 0 et pi sur 2. Non, entre pi sur 2, pardon. Entre pi sur 2 et 0. Parce que donc si je prends, en gros lui c'est phi moins 1 de 0, hein, c'est-à-dire cos moins 1, c'est arccos quoi, voilà. Arccos de 0. Donc pour avoir un cosinus qui vaut 0, je dois être en pi sur 2, pas en 0. Et là, lui, c'est justement arccos de 1. Donc quel cosinus vaut 1, c'est le cosinus de 0. Voilà, donc en fait on a exactement cette intégrale. Maintenant, si je continue, regardez, j'ai mes bornes qui sont pas dans le bon sens, c'est pas très agréable, puis même on n'aime pas en général, hein, donc ouais, c'est pas grave. En plus, on a un moins là qui traîne, donc tant qu'à faire, le moins qui est là, il va nous servir à échanger nos bornes sur l'intégrale, donc on va de 0 à pi sur 2. Et tant qu'on y est, racine de 1 moins cos carré, on va l'écrire racine de sinus carré t, fois sinus t dt. Bon. Maintenant, racine, vous vous rappelez, racine de x carré, en fait, c'est valeur absolue de x. Sauf que là, mon x, c'est sinus t, et sinus t entre 0 et pi sur 2 est positif. Donc, je peux tout à fait dire que ça fait sinus t fois sinus t dt. Donc, autrement dit, on est censé primitiver, sinus carré t entre 0 et pi sur 2. Et ça, même s'il y a un carré, on va s'en sortir. Soit vous connaissez déjà vos formules, à savoir
Pour linéariser, je parle, hein, parce que là, écrite comme ça, du coup, ça va être compliqué si vous ne linéarisez pas. Donc, soit vous savez déjà que cos de 2t, c'est justement cos carré t moins sinus carré t, sauf que cos carré t, je peux l'écrire 1 moins sinus carré t. Et donc vous pouvez aussi la connaître par cœur, hein, là je vous refais un petit peu la démonstration. De là à là, j'ai juste appliqué cos t plus t, hein, cos a plus b. Voilà, donc j'ai ça, et donc si je la renverse, cette formule, ça veut dire que sinus carré de t, c'est égal à... sinus carré de t, ce sera donc égal à 1 demi, attendez, hein, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, donc 1 demi de 1 moins cos de 2t. C'est ça. Donc du coup, je peux l'utiliser là-dedans. Le 1 demi, je le mets là. Et ceux qui n'arrivent pas à le faire comme ça, bah, vous linéarisez. Hein. On l'a revu, la technique de linéarisation. Vous remplacez sinus t par sa formule de l'air, donc EIT moins E moins IT sur 2I. Vous développez tout ça et vous allez justement retrouver exactement la formule qu'on a trouvée là, en rassemblant les différents termes. Voilà, et donc écrit comme ça, bon bah maintenant il n'y a plus qu'à calculer, hein. Maintenant pour le coup je peux utiliser les primitives. Donc ça va me faire 1 demi fois donc t moins c'est ça, t moins sinus de 2t sur 2 entre 0 et pi sur 2. Autrement dit, 1 demi de, donc alors, en pi sur 2, il ne reste plus que pi sur 2. Et en 0, eh ben, il ne reste rien. Voilà, donc pi sur 4. Voilà, voilà. Donc ça, on est bon là-dessus. Je vérifie juste, je me relis pour pas laisser de bêtises, mais je n'en ai pas vu. Donc on doit être bon. Ensuite, donc le 12, même idée. Donc là, enfin non, pas même idée justement. Enfin, même idée dans le principe, on va faire un changement de variable. Mais là, on est dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit, en fait, on voit bien ce qui se passe. On voit qu'il y a des formules trigo là à l'intérieur. On se dit, effectivement, si je pouvais poser x égale cos t ou x égale sinus t et faire disparaître, en fait, tout ce qui est trigo là-dedans, peut-être ça deviendrait plus simple à primitiver. Parce que là, écrit comme ça, c'est pas gagné. Parce que là, il me faudrait du u' sur u carré, en fait. Ou bien du u' sur 1 plus u carré, éventuellement, pour appliquer l'arctangente. Bon, là, on n'y est pas, on n'a pas ça. Donc on tente le changement de variable. Et donc, bon, là, je vous l'avais donné, mais pour le coup, ici, franchement, j'aurais pu vous laisser un petit peu patauger, ou enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, un peu réfléchir, quoi. Parce que, en fait, à part x égale cos t ou x égale sinus t, vous n'avez pas des masses de choix quand même, enfin en tout cas d'idées lumineuses pour des changements de variables. Donc je dirais que 2 possibilités, ça se teste. Donc j'aurais très bien pu vous laisser tester. Bon, moi je vous ai proposé x égale cos t. On va voir qu'effectivement ça fonctionne bien. Donc je vais l'écrire là, x égale à cos t. Donc ça voudrait dire que dx sur dt, c'est moins sinus t. Là aussi, en fait, c'est le même changement de variable que tout à l'heure. Hein. Donc dx pardon, est censé être égal à moins sinus t dt. Et donc là, c'est la seule subtilité du changement de variable dans ce sens-là, c'est qu'il faut faire gaffe parce que le dt, je ne peux pas le prendre tout seul, il faut absolument le coupler avec un moins sinus t pour pouvoir mettre un dx. Si je n'ai pas ça, c'est mort. Je ne peux pas faire le changement de variable. Il faut forcément soit l'avoir dès le départ, soit s'arranger pour qu'il apparaisse, mais on doit avoir justement, ça c'est phi' de t hein, de tout à l'heure, ça c'est phi de t. Là, il suffisait qu'elle soit de classe 1 hein, dans ce sens-là, donc il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai bien le phi' de t dt, il faut absolument qu'il y soit pour que ma formule fonctionne. Donc là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que 1 sinus t, enfin, je vais y arriver. Donc, sinus carré t, je le laisse. Là, pour l'instant, je ne fais pas encore le changement. Et 1 sinus t, je vais me le garder pour le changement de variable à venir. Moi, il me faut un moins, donc tant que j'y suis, je cale un moins que je compense par un moins devant. Et là, je sais que ça va être bon, puisque là, je vais avoir mon dx. Là, je vais avoir dx. Ça, ce sera x carré. Et ça, c'est pas x carré, c'est pas dx. Mais bon, sinus carré, cos carré, on sait que c'est très proche. Hein. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc, ce sera 1 moins x carré. Et donc,
on est bon. Et oui, et lui, eh ben, il faudra les bornes, il faudra juste les changer, puisque ça, c'était les valeurs de t. Nous, on veut x qui est cos t. Donc, il faudra juste prendre le cos de tout ça. Voilà. Donc, c'est plus simple dans ce sens-là, les calculs, à condition d'arriver à faire apparaître le phi prime de t. Donc, je me lance. Alors, je vais faire la suite ici, sinon j'ai pu avoir de place. Alors, moins, bon, on va le laisser pour l'instant. Donc, on va être, alors, cos de 0, c'est-à-dire 1, et cos de pi sur 2, c'est-à-dire 0. Et vous les laissez bien dans cet ordre-là, parce que sinon, vous aurez une erreur de signe à la fin. Il faut bien que les bornes soient, enfin, l'ordre des bornes soit respecté hein, quand vous faites votre changement de variable. C'est pas vous qui décidez de l'ordre des bornes. Et après, éventuellement, vous changez le signe de l'intégrale pour l'écrire dans le... Enfin, vous changez le signe. Vous multipliez par moins 1, quoi. Enfin, vous utilisez donc la formule qu'on a vue, que vous connaissez, hein, en changeant le signe qui est devant l'intégrale, je change l'ordre de ces bornes. Et ça, vous pouvez le faire. Mais au départ, vous ne touchez pas l'ordre. Donc, du coup, j'ai dit à l'intérieur 1 moins x carré sur 1 plus x carré dx. C'est-à-dire que le moins sinus t, il est vraiment absorbé dans le dx. Donc il disparaît, quoi. Voilà, donc je me retrouve face à ça. Alors, face à ça, une bonne manière de faire, parce que là, on voit qu'on a le même degré en haut qu'en bas. Donc, on sait qu'on va avoir une partie entière si on faisait la division là, des deux polynômes. C'est une fraction rationnelle, ce truc-là. Hein. Si je faisais la partie entière, ce serait 1 ou moins 1, hein, puisqu'on regarde les coefficients, là, ça va être plutôt moins 1 d'ailleurs. Donc on se dit, bon, bah, il y a peut-être moyen de l'écrire comme moins 1 plus quelque chose, quoi. L'espèce de reste hein, dans ma division. Bon, alors vous pouvez la poser d'ailleurs, la division, mais enfin, bon, je pense que là, c'est vraiment pas la peine, puisqu'il suffit de remarquer. D'ailleurs, ce moins, je vais me l'enlever, là, je vais mettre mon intégrale donc, de 0 à 1. Il suffit de remarquer que 1 moins x au carré, finalement, c'est moins 1 moins x carré plus 1. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, justement, quand je vais faire le quotient des deux, là, ça fera pile moins 1. Et après, j'aurai un reste derrière, c'est pas grave. En fait, quand vous avez un degré du numérateur qui est au moins égal au degré du dénominateur, c'est intéressant quand vous intégrez de faire un début de décomposition d'éléments simples, en fait. En réalité, là d'ailleurs, on va faire la décomposition en éléments simples. On le fait de façon très facile, mais bon, c'est ce qu'on fait hein, dans R. En réalité, on va la faire. Donc là, ça me ferait, moins 1 plus 1 sur 1 plus x carré. Et alors là, on est content, on sent qu'on touche au but, puisque 1 sur 1 plus x carré, on sait le primitiver sans problème. Donc là, en fait, c'est gagné. Maintenant, je sais que une primitive, en tout cas, ce sera moins x plus arctangente x entre 0 et 1. Et j'ai fait une erreur, pardon, là il y avait un 2. Je suis en train de me dire, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Ok, qu'un 2, excusez-moi. Donc 2 fois arctangente x. Et donc maintenant, je calcule. Donc quand j'applique en 1, ça va me faire donc moins 1 plus 2 fois arctangente 1. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc 2 fois pi sur 4. Et en 0, en fait, il reste rien. Puis ça fait moins 0 plus 2 arctangente 0. Arctangente 0, ça vaut 0. Voilà, donc il nous vient à la fin pi sur 2 moins 1. Voilà pour celui-là. Et si mes souvenirs sont bons, il ne nous en reste qu'un. Donc on est bien là. Voilà. Bon, je suis toujours pas très douée en cadre. C'est pas grave. Voilà, donc pi sur 2 moins 1. Ok, donc la dernière. Alors la dernière qui est un peu plus atypique comme question, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Le changement de variable, j'avais dit que là pour le coup j'avais dit qu'il y avait un changement de variable, j'ai dû dire à l'oral sûrement lequel, mais je ne l'ai pas vraiment écrit explicitement. Donc là on a une intégrale, je vais quand même la réécrire, f de xt dt. On veut la dériver. Alors vous voyez bien que là on est sur quelque chose d'assez abstrait, hein, on ne sait pas qui est f. Enfin oui, on sait qu'elle est, je ne l'ai pas réécrit là, on sait qu'elle est continue sur 0,1. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc c'est assez abstrait, je ne vais pas pouvoir me raccrocher à des formules, à des calculs, etc. Nous, tout ce qu'on sait pour des dérivés de fonctions qui ressemblent à ça, alors quand je dis qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des fonctions définies à l'aide d'une intégrale, c'est particulier, hein. On est bien d'accord d'ailleurs qu'il s'agit bien d'une fonction, puisque quand je regarde mon intégrale, il y a deux variables à l'intérieur. Il y a t qui est la variable d'intégration qui, elle, est muette, c'est-à-dire qu'elle va disparaître quand j'aurai intégré. En revanche, x,
c'est comme un paramètre en fait, qui lui va rester dans le résultat, sauf cas exceptionnel, si c'est constant ou des choses comme ça. Et donc effectivement, j'ai bien obtenir quelque chose en fonction de x, donc il s'agit bien d'une fonction de x à l'arrivée. Hein. Oui, voilà, et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que sur les fonctions qui s'écrivent comme ça, c'est-à-dire des fonctions qui sont définies à l'aide d'intégrales, on n'a pas 50 résultats. Hein. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que si je prends une fonction qui est écrite comme ça, mais vraiment comme ça, c'est-à-dire que le x, je ne l'ai que ici, je n'en ai pas là et je n'en ai pas là, alors quand je la dérive, j'obtiens f de t, ou enfin de x du coup, parce que là je suis en fonction de x maintenant. J'obtiens f de x, c'est tout ce qu'on sait. Sauf que nous, ce qu'on a, c'est pas la bonne forme. Nous, on a du x justement à l'intérieur, donc ça va pas, je peux pas dériver direct. Donc en fait, on va utiliser un changement de variable pour se ramener à cette forme-là qu'on sait dériver. C'est ça l'idée. Voilà. Et donc là, on voit assez vite en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que x fois t quand t est entre 0 et 1, x fois t c'est entre 0 et x. Donc on se dit, c'est intéressant, puisque si j'arrive à me mettre entre 0 et x, je pourrais appliquer mon théorème fondamental, là, ce dont je viens de parler. Donc, eh bien, on va tenter justement le changement de variable. Donc, changement de variable, ce serait u égale x fois t, qui est un changement de variable parfaitement de classe C1. Hein, pour un x fixé, il n'y a pas de souci. Ça revient à une fonction affine hein, pour un x fixé, donc pas de problème. Du sur dt, donc là, attention, on dérive par rapport à t, donc il reste x. Ça veut dire que du, ce serait donc x dt. Le x est une constante par rapport à t, hein, donc c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, je peux très bien, je vais le faire d'ailleurs, je peux dire que du sur x égale à dt. Là, x, c'est comme si c'était un nombre, en fait, hein, par rapport à t, donc ça ne pose pas problème. Ce qui veut dire que mon intégrale, elle va devenir, après changement de variable, de 0 à x, puisque justement, si t est entre 0 et 1, x fois t est entre 0 et x, donc u est entre 0 et x. Là, je vais avoir f de u, pardon, et le dt, donc je vais le remplacer par du sur x. Et donc, au final, il me reste 1 sur x que j'ai tout à fait le droit de sortir, puisque x n'est pas la variable d'intégration, c'est un paramètre. Et donc, il me reste cette intégrale. Et là, c'est très intéressant, parce que là, vous voyez le lien, je pense, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a exactement la forme qu'il faut. Donc maintenant, on va pouvoir la dériver, celle-là. Sauf que là, attention, maintenant, on va dériver par rapport à x, puisque h est une fonction de x. D'accord? Puisque je ne sais pas si tout le monde me suit, là. Ça, c'était h de x. Hein. Donc là, j'obtiens quelque chose en fonction de x. Si je dérive par rapport à x, il faudra faire attention, puisqu'en fait, j'ai un produit. Ça, ce serait le u, et ça, ce serait le v. Donc oui, maintenant, je sais dériver v, mais attention, puisque je dois dériver le tout. Voilà. Donc, eh ben, on se lance dans le calcul. Donc, ce que je vais faire d'abord, peut-être... oui, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que ça, je vais l'appeler v de x. Voilà. On va le détailler, en fait. Alors oui, u et v, c'est pas très malin. Il y avait déjà un u. Alors, je vais l'appeler w. C'est pas grave. Et lui, ce sera donc v de x. Donc, mon w de x, justement, d'après ce que je disais, d'après le théorème fondamental du calcul intégral, là, quand je le dérive, je peux déjà dire que ça fait f de x. Donc ça, c'est plutôt pratique quand je vais faire ma dérivée. Et quant à v, lui, on le connaît, il se dérive en moins 1 sur x au carré. Donc, je vais me lancer dans la dérivée de h en utilisant un produit. Donc, h de x, c'est égal à v de x fois w de x. Donc, h' de x, c'est du coup v' de x, w de x, plus v de x, w' de x. Bon, là, jusque-là, j'ai juste appliqué la formule de la dérivée d'un produit. Et donc, maintenant, j'applique. Donc, v', on avait dit, c'est moins 1 sur x au carré. W, c'est l'intégrale de 0 à x, f. Alors, fu du ou ft dt, hein, je peux reprendre, si je veux, la notation, une notation plus classique. Plus donc v de x c'est 1 sur x fois w' de x f de x. Voilà, donc j'arrive à ça. Donc on voit que ça commence à avancer, notre histoire, ça commence. Maintenant, si je mets sur le... Attendez, j'essaie juste de voir si on peut pas reconnaître déjà
Voilà, oui, on y est là. Parce que vous voyez, là, si je prends, je vais l'encadrer. Non, la couleur, elle me convient. Si je prends cette écriture de h de x, je m'aperçois qu'en fait, je l'ai ici. Alors, j'ai mis t à la place de u, hein, mais c'est pareil. Je l'ai ici, il y a juste un moins 1 sur x en trop devant. Donc, en fait, je peux dire que ce truc-là, c'est moins 1 sur x fois h de x. Voilà. Autrement dit, à la fin, ça sera donc 1 sur x facteur de f de x moins h de x. Voilà, h' de x, à quoi il est égal. On ne peut pas en dire plus, hein, puisqu'on ne connaît pas les fonctions en jeu. F n'est pas définie, enfin elle est définie en théorie, mais je veux dire, elle n'est pas définie explicitement. Donc voilà, on obtient une valeur théorique, une écriture théorique donc, de notre dérivée. Voilà un exercice là pour le coup qui est un peu plus consistant, un peu plus intéressant. Je pense que c'est un exercice qui fait un peu plus réfléchir, qui est très bien. Voilà, donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que c'était assez clair, que ça a ravivé des souvenirs assez rigoureux, j'espère, dans vos esprits. Et ceux pour qui ce n'était pas le cas, bah, tant pis, c'est une nouvelle chance, donc justement, saisissez-la au maximum. Et n'hésitez pas à préparer des questions, à me les poser. Il faut vraiment creuser ce genre de questions. Vous ne pouvez pas après passer en deuxième année avec encore des incertitudes sur ce type de calcul. Voilà, donc je compte sur vous pour me soumettre les questions s'il y en a. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous dis à lundi et merci pour votre écoute.